C'est l'heure de l'histoire. Je vous raconte l'histoire avant d'aller dormir. Histoire. On va lire un texte. Je vais lire un texte d'Isaac Asimov qui s'intitule « Artiste de lumière ». Et ce texte va nous permettre de comprendre deux choses. Il y a deux objectifs à la lecture de ce texte. Le premier objectif, c'est de comprendre ce qu'est un artiste. On en a plusieurs tout au long de la session à rencontrer et à lire. Et puis, le texte va nous faire comprendre ce qu'est un artiste. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, quel est-il? C'est celui de jeter un coup d'œil sur la présentation des dissertations. Donc, comment se présentent les dissertations en littérature 102. Donc, on va voir que c'est un peu plus difficile que ce qu'on a vécu avant les vacances des fêtes. Donc, on regarde ça ensemble. Donc, lecture, on a un petit texte. Première chose qu'on remarque, donc on a le nom de l'auteur, Isaac Asimov, Artiste de lumière, c'est le titre de la nouvelle. Et puis, cette nouvelle, elle est issue du recueil « Nous les robots », publié en 1973. On a une mise en situation qu'on va lire. On y va. Dans cette nouvelle, le lecteur est en mesure de faire la connaissance de Madame Lanner, la veuve d'un astronaute mort en devoir. Cette dernière habite une maison cossue, digne d'un musée où sont créées les sculptures de lumière. Et puis là, on voit qu'il y a un énoncé. Donc, à quoi ressemble cet énoncé? Donc, 1. Montrer que le texte présente des contrastes. Donc, on voit que ça a changé depuis la dernière session. Donc, à la dernière session, on avait les idées principales de paragraphe. Donc, on avait montré que dans ce texte, il y a de l'amour en raison des gestes et en raison des paroles. Et puis là, c'était à nous à essayer de trouver quels sont les gestes qui étaient posés et quelles étaient les paroles qui étaient dites. Ou montrer que dans ce texte, il y a de l'amour chez la princesse de Clèves et chez le duc de Nemours, par exemple. Donc là, on associait chaque paragraphe à un personnage et puis là, on donnait nos analyses d'idées secondaires. Ce qui est beaucoup plus difficile dans le cadre du cours littérature imaginaire, c'est qu'on enlève les idées principales de paragraphe. Elles sont disparues et puis là, c'est à nous à retrouver les idées principales de paragraphe. Donc, non seulement on a les idées secondaires à trouver plus les citations, mais maintenant aussi, on a les idées principales de paragraphe. Donc là, on a des trucs un peu plus costauds à manœuvrer. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, montrer que le texte présente des contrastes. Et puis là, on sait que, bon, des contrastes, il y en a plusieurs dans la vie, là, blanc, noir, heureux, malheureux, je sais pas, moi encore, dedans, dehors. Donc, il faut être alerte sur ce qui s'oppose. Donc, on va essayer de voir de quoi il en est dans ce texte-là. J'y retournerai après la lecture du texte. Lecture. Montrer que le texte présente des contrastes. Alors ici comme ça, puis comme ça, un instant. OK, on y va. La dernière personne au monde qu'on aurait soupçonné d'être une meurtrière était Madame Alvis Lanner. Veuve du grand astronaute martyr, elle était philanthrope, collectionneuse d'art, femme du monde extraordinaire, et tout le monde s'accordait à le reconnaître, artiste de génie. Son mari, William Lanner, était mort, comme nous le savons tous, des effets de la radiation d'une flambée solaire, après être volontairement resté dans l'espace pour qu'un vaisseau de ligne pût arriver à bon port à la Station spatiale 5. Madame Lanner avait reçu pour cela une pension généreuse et elle avait investi sagement et à bon escient. Arrivée à un certain âge, elle était très riche. Sa maison était un palais, un véritable musée contenant une petite mais remarquable collection d'objets d'une beauté incroyable, constellés de pierreries. Elle avait rassemblé des antiquités appartenant à une dizaine de cultures différentes, des exemples de tous les objets concevables que l'on pouvait décorer de pierres précieuses. Elle possédait une des premières montres en diamant manufacturées en Amérique, une dague ornée de pierreries du Cambodge, une paire de lunettes italiennes incrustées de rubis et ainsi presque à l'infini. Tout était exposé à la vue de tous. Les objets d'art n'étaient pas assurés, il n'y avait pas de système de sécurité. Rien d'aussi ordinaire
n'était nécessaire, car Madame Lanner avait un important personnel de domestiques robots sur lesquels on pouvait compter pour garder chaque pièce avec une imperturbable concentration, une irréprochable honnêteté et une irrévocable efficacité. Tout le monde connaissait l'existence de ces robots. Il n'y avait jamais eu de tentative de vol. Jamais. Et puis, naturellement, il y avait sa sculpture de lumière. Comment Madame Lanner avait-elle découvert son propre génie dans cet art? Aucun invité de ses nombreuses et élégantes réceptions n'était capable de le deviner. Chaque fois, elle ouvrait sa maison. Une nouvelle symphonie de lumière brillait dans les salons. Des courbes et des solides tridimensionnels en couleurs fondues, certaines pures, d'autres mélangées par d'étonnantes variations cristallines, baignaient les invités éblouis et s'adaptaient toujours de manière à embellir le beau visage lisse et les cheveux blancs bleutés de Madame Lanner. C'était surtout pour la sculpture de lumière que les invités se pressaient. On ne voyait jamais deux fois la même et les œuvres ne cessaient jamais d'explorer de nouvelles voies expérimentales de l'art. Beaucoup de personnes qui avaient les moyens de s'offrir des chaînes de lumière composaient des sculptures lumineuses pour leur propre amusement. Mais personne n'avait le talent de Madame Lanner. Pas même ceux qui se considéraient comme des artistes professionnels. Elle était à ce sujet d'une modestie charmante. Non, non, protestait-elle quand on l'accablait de compliments lyriques. Non, je n'appellerai pas cela de la poésie de lumière. C'est beaucoup trop flatteur. Au mieux, je dirais que c'est simplement de la prose lumineuse. Et tout le monde souriait de son esprit. Jamais, elle n'accepterait de créer des sculptures lumineuses pour d'autres réceptions que les siennes, bien que l'on en priât souvent. C'était de la commercialisation, disait-elle. Elle ne s'opposait pas toutefois à la préparation d'hologrammes complexes pour ses sculptures, qui devenaient aussi permanentes et étaient reproduites dans les musées du monde entier. Elle n'avait jamais fait payer non plus l'usage qui pourrait être fait de ces sculptures de lumière. « Je ne pourrais demander un centime, disait-elle en écartant les bras. C'est gratuit pour tout le monde. Je n'en ai pas d'autre usage moi-même. » Comme ça, excusez-moi. C'était vrai. Oups. C'était vrai. Jamais elle ne présentait deux fois la même. Quand on venait prendre des hologrammes, elle était la serviabilité même, observant avec bienveillance chaque opération. Elle était toujours prête à donner les ordres à l'un de ses domestiques robots. « S'il vous plaît, Courtenay, disait-elle alors, voulez-vous avoir l'obligeance de stabiliser l'escabeau? » C'était sa manière. Elle s'adressait toujours à ses robots avec la plus grande courtoisie. Une fois, des années auparavant, elle avait failli être grondée par un fonctionnaire de l'US Robots et Homme Mécanique. « Vous ne pouvez pas faire ça, » avait-il dit sévèrement. « Cela compromet leur efficacité. Ils sont construits pour obéir à des ordres, et plus vous donnez des ordres, clairement, mieux ils les suivent. Quand vous les pliez de faire quelque chose en accumulant les formules de politesse, ils ont du mal à comprendre qu'un ordre leur est donné. Ils réagissent plus fortement et plus lentement. » Madame Lanner avait redressé sa tête aristocratique. « Je ne demande pas de l'efficacité ni de la rapidité. Je demande de la bonne volonté. Mes robots m'aiment. » Le fonctionnaire aurait pu expliquer que les robots étaient incapables d'aimer, mais il s'était ratatiné sous le regard peiné mais doux de Madame Lanner. Jamais elle ne renvoyait un robot à l'usine pour le faire régler. C'était bien connu. Leur cerveau positronique est extrêmement complexe et une fois sur 10, ils ne sont pas parfaitement réglés à leur sortie de l'usine. Parfois, l'erreur n'apparaît pas avant un certain temps. Dans ces cas-là, l'US Robots procède gratuitement au réglage. Madame Lanner secouait la tête. Comme ça. Comme ça. Une fois qu'un robot entre chez moi, déclarait-elle, et qu'il accomplit son devoir, on doit supporter ses petites excentricités. Je refuse qu'on le maltraite.
C'était ce qu'il y avait de pire, essayer d'expliquer qu'un robot n'était qu'une machine. À cela, elle répondait avec raideur. Quelque chose d'aussi intelligent qu'un robot ne peut pas être simplement une machine. Je les traite comme des personnes, et la question est réglée. Elle gardait même Max, qui pourtant n'était plus bon à grand-chose. Il comprenait à peine ce qu'on attendait de lui. Madame Lanner le niait cependant avec fermeté. « Pas du tout, déclarait-elle. Il sait prendre les chapeaux et les manteaux et il sait très bien les ranger. Vraiment. Il peut tenir des objets pour moi. Il peut faire beaucoup de choses. Mais pourquoi ne le faites-vous pas régler? Lui avait demandé une amie un jour. Oh, je ne pourrais pas. Il est lui-même. Il est charmant, vous savez. Après tout, un cerveau positronique est si complexe que personne ne peut jamais dire exactement de quelle façon il est déréglé. Si on le rendait parfaitement normal, il n'y aurait aucun moyen de le régler de manière à lui rendre le charme qu'il possède actuellement. Je me refuse à renoncer à cette qualité. Mais s'il est déréglé, avait insisté l'ami en regardant nerveusement, Max ne risque-t-il pas d'être dangereux? Jamais, s'était exclamé en riant Mrs. Lanner. Je l'ai depuis des années. Il est totalement inoffensif et c'est un amour. À vrai dire, il ressemblait à tous les autres robots, lisses, métalliques, vaguement humains, mais inexpressifs. Pour la douce Madame Lanner, néanmoins, ils étaient tous des individus, tous charmants, tous adorables. Voilà quel genre de femme elle était. Comment aurait-elle pu commettre ce crime? La dernière personne au monde qu'on se serait attendu à voir assassiné était bien John Semper Travis. Introverti et doux, il vivait dans le monde, mais n'était pas de ce monde. Il possédait la singulière tournure d'esprit mathématique qui lui permettait de calculer la tête de la tapisserie complexe de la myriade de circuits positroniques mentaux d'un cerveau de robot. Il est ingénieur en chef à la société US Robots et homme mécanique. Mais il était aussi un amateur enthousiaste de la sculpture de lumière. Il avait écrit un livre sur ce sujet qui essayait de démontrer que le type de mathématiques qu'il employait pour le montage des circuits cérébraux pourrait être modifié pour servir de guide à la production de sculptures esthétiques de lumière. Cependant, sa tentative de mise en pratique de sa théorie se solda par un déplorable échec. Les sculptures qu'il créait lui-même, en obéissant à ses principes mathématiques, étaient lourdes, mécaniques et sans intérêt. C'était le seul objet de tristesse dans sa vie paisible, abritée et introvertie. Mais ce sujet suffisait à le rendre terriblement triste. Il savait que sa théorie était bonne et pourtant il était incapable de le prouver. S'il arrivait à produire une seule grande sculpture de lumière, naturellement, il connaissait la sculpture de lumière de Madame Lanner. Elle était universellement saluée comme un génie, mais Travis savait qu'elle était incapable de comprendre l'aspect le plus simple de la mathématique des robots. Il avait correspondu avec elle et elle refusait obstinément d'expliquer ses méthodes, au point qu'il se demandait s'il y en avait. Est-ce que ce ne serait pas la simple intuition? Mais même l'intuition pouvait-elle être réduite à la mathématique? Finalement, il réussit à obtenir une invitation à l'une de ses réceptions. Il lui fallait absolument la voir. Travis arrivait assez tard. Il avait fait une dernière tentative de sculpture de lumière et une fois de plus, il avait lamentablement échoué. Il saluait Madame Lanner avec une espèce de respect perplexe et lui dit « C'est un singulier robot qui a pris mon manteau et mon chapeau. »« C'est Max, » répondit Madame Lanner. « Il est complètement déréglé et c'est un assez vieux modèle. Comment se fait-il que vous ne le renvoyez pas à l'usine? »« Oh non, » s'écria Madame Lanner. « Cela causerait trop de tracas. »« Pas du tout, chère madame, » assura Travis. « Vous seriez surpris de la simplicité de la chose. Comme je fais partie de US Robots, j'ai pris la liberté de régler le moi-même. Je l'ai fait en un rien de temps et vous verrez qu'il est maintenant en parfait état de marche. » Un curieux changement se produisit dans l'expression de Madame Lanner. Pour la première fois dans sa vie de douceur, de la rage apparut sur ses traits. Et ce fut comme si cette expression ne savait comment se former. « Vous l'avez réglé » glapit-elle.
Mais c'était lui qui créait mes sculptures de lumière. C'était le dérèglement que vous ne pouvez jamais restaurer qui... Le moment n'aurait pas pu être mal choisi. Elle était en train de montrer sa collection de dagues du Cambodge, incrustées de pierreries, qui se trouvaient sur le guéridon de marbre devant elle. La figure de Travis se convulsa. Vous voulez dire que si j'avais étudié le dérèglement unique de ces circuits cérébraux, j'aurais pu apprendre... Elle se jeta sur lui avec le couteau, trop vite pour qu'on puisse la retenir. Et il ne cherchait pas à parer le coup. Certains invités dirent qu'il était même allé à sa rencontre, comme s'il voulait mourir. Voilà, donc lecture du texte Artiste de lumière. Donc, il pose deux questions. Donc, la première question, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Bien, on l'a vu un petit peu tout à l'heure dans le texte. Donc, un artiste, c'est quelqu'un qui est déréglé. C'est quelqu'un qui fait les choses en dehors de la boîte, on dirait aujourd'hui. C'est quelqu'un qui fait les choses différemment. C'est ce qu'on va essayer de voir tout au long de la session. Comment est-ce que les choses sont faites différemment, et puis on va essayer de les expérimenter aussi. Donc, un artiste, c'est quelqu'un de déréglé, on pourrait dire ça. C'est un robot qui n'obéit pas aux idées, aux choses qu'on lui demande. Donc, un artiste, c'est quelque chose de déréglé. Petit instant. Et puis, la deuxième question qu'on doit se poser aussi, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a un sujet de dissertation intéressant? Comment pourrait-on le traiter? C'est plus davantage ça. Comment pourrait-on traiter le sujet de dissertation? On regarde ça un instant. Donc, notre énoncé, on le regarde encore une fois. Donc, montrer que ce texte présente des contrastes. Quels contrastes on a à faire dans ce texte? Est-ce qu'on est capable de formuler des idées de paragraphe? Est-ce que vous êtes capable de trouver des contrastes? Essayez de voir quels sont les contrastes qui sont présents dans le texte. Essayez de trouver ces contrastes-là et puis écrivez un petit commentaire en bas de la vidéo pour voir si vos idées seraient bonnes. Je vais essayer d'y répondre à tous et à toutes. Donc voilà pour ce qui est de la lecture de cette semaine. Donc elle nous permet de voir que les artistes, comme ceux qui écrivent les textes du 20e siècle, ce sont des gens qui sont déréglés finalement. Et puis aussi, ben, ça nous permet de voir le sujet de dissertation, donc à quoi vont ressembler les dissertations cette session-ci. Donc, essayez de trouver des contrastes, essayez d'écrire un petit commentaire en bas de la vidéo. Donc, voilà pour ça. Donc, cela nous amène à la dernière partie de notre cours d'aujourd'hui. On va aller voir qu'est-ce qu'il faut faire cette semaine, même si on sait déjà de quoi il est question. À tout à l'heure! Dernière partie de la journée, dernière partie du cours web, c'est l'atelier. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire cette semaine? Donc, on va essayer de faire un atelier par semaine, un exercice par semaine, un travail par semaine. Qu'est-ce qu'on a à faire cette semaine? Donc, l'atelier de la semaine, on sait déjà qu'on a à faire la dictée diagnostique. Je vous l'ai probablement dit dans la première rencontre qui était le survol du plan de cours. Donc, dictée diagnostique, elle est disponible dans Teams, dans l'onglet Devoirs, ou encore dans la présentation des cours, donc dans le fil de nouvelles. Donc, il faut faire d'ici vendredi 5 heures la dictée diagnostique. Elle doit être déposée dans Teams. Donc, vous déposez ça dans Teams. Donc, dictée diagnostique dans Teams. Assurez-vous d'une chose, c'est d'écrire votre nom tout en haut de la page Word. Et puis aussi, assurez-vous peut-être de regarder les accents. Là. Donc, soyez très alerte sur les accents et la ponctuation. C'est un demi-point, mais un demi-point plus un demi-point, ça finit par faire un point. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben, ça ressemble à ça. Voilà, pour ce qui est de notre travail de cette semaine. Donc, dictée diagnostique à faire. On a déposé ça dans l'onglet Devoirs. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de vous voir cette semaine. Et puis, on reprend le travail. On va essayer d'avoir du plaisir quand même si on est tous confinés, chacun chez soi. Voilà, donc c'est Dom qui vous dit bonjour. Et puis, on se voit très très bientôt pour un autre nouveau cours du cours littérature imaginaire. Ciao, bye bye, ciao.